bonsoir. Au sommaire de cette édition, un nouvel instrument étatique pour la sécurité alimentaire. Le laboratoire d'analyse des sols est inauguré. Il doit permettre une meilleure conquête des marchés. L'OIT s'intéresse à la problématique de l'emploi jeune en Guinée. Une délégation a rencontré le ministre Damantan pour débattre du sujet et aborder la sécurité sanitaire au travail. Et puis le nouveau bataillon militaire Gangan devrait être déployé dans le nord du Mali très bientôt. Les militaires guinéens ont reçu le drapeau hier. Ils sont parés pour le maintien de la paix dans ce pays ami et frère. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Il existe désormais en Guinée une structure appelée Service national des sols. Son rôle est d'assurer la sécurité alimentaire et la conquête des marchés. Ce service vient d'être inauguré. C'est le fruit du partenariat Guinée-Maroc. Hadi Kamara. C'est un laboratoire d'analyse des sols et des végétaux. Il est situé à la carrière dans la commune de Matam. Le service national des sols, Sénasol en abrégé, est complètement rénové par le gouvernement guinéen et équipé par le royaume chérifien Maroc. Ces équipements ultramodernes devraient permettre de déterminer l'aptitude actuelle et potentielle des terres. Nous n'aurions pas pensé qu'on aurait pu rendre ce bâtiment non seulement utilisable, mais équipé par des appareils de haute technologie pouvant répondre à ce défi que nous avions d'une meilleure connaissance de nos sols. La réhabilitation de ces installations va contribuer à accélérer le processus de développement agricole en Guinée à travers des analyses liées à la fertilité des sols. Malgré les contraintes imposées par l'épidémie Ebola. Enfin, est-il nécessaire de rappeler que le Royaume du Maroc est aux côtés de la République sœur de Guinée en toutes circonstances, Excellence Monsieur le Premier ministre, et notamment pour relever ensemble cet important défi que représente le développement agricole et qui constitue un facteur important de paix et de stabilité. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, le développement du secteur agricole demeure une préoccupation majeure pour le professeur Alpha Condé. Je voudrais ici souligner que le développement du secteur agricole reste et demeure une préoccupation centrale pour le gouvernement guinéen au regard de son rôle prépondérant dans la croissance de l'économie nationale. C'est pourquoi je trouve opportun de rafraîchir les mémoires sur l'ampleur de la coopération technique dans le secteur agricole, spécifiquement dans certains domaines tels que, premièrement, l'élaboration de la carte de fertilité des sols pour permettre la mise au point de nouvelles formules d'engrais adaptées à la spécificité des sols et des filières en Guinée. Deuxièmement, la mise en place d'une caravane de l'agriculture en Guinée pour l'analyse des sols, la diffusion des bonnes pratiques agricoles à travers des champs d'école s'appuyant sur le transfert de technologies. Troisièmement, enfin, le renforcement des capacités des cadres et acteurs du secteur agricole en matière d'innovation, en fertilisation et conseil agricole, ainsi que les visites d'échanges d'expériences entre les professionnels. Le Centre national des sols Sénasol a été créé en 1976 au titre de projet avec le financement du PNUD et une assistance technique de la FAO. Son objectif est de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique nationale de gestion de la fertilité des sols. Bientôt le déploiement du nouveau bataillon Gangan dans le nord du Mali. La troupe a reçu hier le drapeau national des mains du ministre délégué à la Défense. Ces militaires vont grossir les rangs de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, la MINUSMA. Reportage adjudant Seko Kamano. Semaine après sa certification par la mission d'évaluation des Nations Unies, le bataillon Gangan est prêt à être déployé pour Kidal. Avant de quitter sa base principale de Samourenga, il reçoit la visite du ministre délégué à la Défense nationale, venu remettre au nom du président de la République le drapeau national au commandement de cette unité. Une manière de galvaniser la troupe dans le strict respect des règles d'engagement de l'ONU. À vous, compagnons d'armes, qui allez nous quitter pour cette noble mission au Mali, le SEMGA me charge de vous transmettre ces félicitations pour avoir suivi avec assiduité toutes les formations dispensées en votre faveur et pour avoir respecté à la lettre la longue quarantaine qui vous a été imposée
pour vous protéger contre le virus Ebola. Fort de 850 hommes, ce bataillon est le premier bataillon guinéen de type onusien. Ce retour dans les missions de maintien de la paix est le fruit de la réforme des forces de défense et de sécurité engagées par les autorités de la Troisième République avec l'appui de la communauté internationale. Nous vous envoyons au Mali avec la conviction que vous avez les compétences, l'équipement et la formation pour opérer dans un environnement complexe et dangereux. Nous vous envoyons aussi au Mali parce que c'est un pays avec lequel la Guinée est liée par les liens linguistiques, religieux et culturels les plus profonds. Sachez que le président de la République, chef des armées, vous fait totalement confiance pour que cette mission soit parfaitement remplie. À travers le chef de l'État, c'est toute la nation guinéenne qui se rassemble derrière vous pour soutenir votre action au service de la paix et de la liberté. Dans les jours à venir, le reste de la force va être projeté dans les zones d'opération au nord Mali. Il y a toujours cet atelier préparatoire des forces de sécurité pour l'élaboration d'un avant-projet de loi sur le maintien d'ordre. Les résolutions seront soumises à l'Assemblée nationale. Demain, nous y reviendrons. La relance de l'économie guinéenne post-Ebola, comment s'y prendre? La question était au cœur hier d'une rencontre entre des cadres du ministère du Commerce et une délégation de l'USAID. Cette institution américaine réaffirme sa volonté d'accompagner la Guinée dans cette difficile épreuve. L'USAID promet de participer au renforcement des infrastructures de base de l'économie nationale. Saliouba, Sanguiran Camara. C'est une rencontre prometteuse, la relance de l'économie guinéenne après l'épidémie d'Ebola. Le directeur adjoint de l'USAID et le ministre de la Coopération échangent sur le redécollage économique de la Guinée post-Ebola. L'intervention de l'USAID portera notamment sur la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires. Le responsable américain pour venir nous rassurer que le département de l'USAID a confirmé pour la Guinée, pour les 5 ans à venir, un programme qu'on appelle le programme de développement stratégique. Ce programme va démarrer cette année, 2015 jusqu'à 2020. C'est un programme qui va nous permettre de bénéficier de l'assistance et l'appui de cette institution américaine dans d'autres domaines que la santé, la bonne gouvernance, et cette fois-ci l'agriculture, l'éducation et l'environnement. Durant sa visite en Guinée, Éric Postel va rencontrer les organisations non gouvernementales basées en Guinée. L'objectif est d'évaluer l'impact des interventions de son institution dans le développement de la Guinée. En 2006, l'USAID a signé un accord de subvention avec la Guinée pour un montant de 37 millions de dollars américains, destiné à la promotion de la gouvernance démocratique. Cet accord est revu à la hausse. Après la Guinée, l'émissaire de l'USAID va se rendre au Libéria et en Sierra Leone. Une autre délégation à Conakry, celle cette fois-ci du bureau régional de l'OIT, Organisation internationale du travail. Elle a eu hier une rencontre avec le ministre guinéen de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On a mené des discussions, la problématique de l'emploi jeune et la sécurité sanitaire au travail. Explication, Rose et Sowinam Pocho. À Conakry, la délégation régionale de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique n'est pas venue seule. Elle est accompagnée du secrétaire général des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des entretiens, s'enquérir de la problématique de l'emploi jeune, la sécurité au travail et la gestion de la crise post-Ebola. La raison d'être de notre présence, c'est d'apporter notre édifice à la relance des programmes post-Ebola. Et donc, nous le faisons bien sûr dans le cadre du système des Nations Unies. Et nous savons que la lutte persiste. Il faut que nous commencions déjà à travailler ensemble, tous les partenaires et le gouvernement de la Guinée. Et nos partenaires, je tiens à insister, nos partenaires du BIT, que sont des organisations des employeurs et des travailleurs. Et nous pensons que c'est un avantage comparatif dans la mesure où les employeurs et les travailleurs sont des acteurs de l'économie réelle et qui peuvent aider à relancer donc l'activité socio-économique. Depuis la déclaration de l'épidémie Ebola, plusieurs sociétés ont plié bagages.
occasionnant la perte de plusieurs emplois. Des projets se sont vus arrêtés. Aujourd'hui, la maladie voit ses derniers moments, mais faudrait-il encore redoubler beaucoup d'efforts à travers des mesures strictes? Cette visite de la directrice adjointe du bureau régional de l'OIT pour l'Afrique s'inscrit en droite ligne. Il s'agit pour le BIT de voir quelles interventions peuvent être faites pour permettre à la Guinée, dans le domaine de l'emploi, du travail, de la protection sociale, de retrouver ou d'acquérir de nouvelles possibilités, un nouvel élan dans la protection du droit des travailleurs, dans la promotion de l'emploi et de la protection sociale des différents secteurs professionnels en Guinée. Les tests d'application relatifs à la sécurité et à la santé au travail, le renforcement des capacités de la Caisse nationale de sécurité sociale, la sécurité sanitaire des entreprises, de nombreux espoirs sont projetés selon des analystes. Une étude d'extension de la mine de la CBG à Boké-Ténumélé vient d'être validée. Ce projet permet de doubler la procédure dans les prochaines années. Le document a été soumis à l'appréciation du comité technique d'analyse environnementale. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. L'environnement réunit des cadres de différents départements techniques pour se prononcer sur l'étude environnementale et sociale du projet d'extension de la mine de la CBG. Une étude menée par le cabinet EM. Elle prend en compte, selon les experts, tous les aspects environnementaux et sociaux. La portée du projet ou la portée de l'étude était sur l'ensemble du projet d'extension de la CBG, c'est-à-dire les 3 zones d'études aux alentours du secteur minier de Sangaredi, la voie ferrée ainsi que le port à Kamsar et l'usine de traitement. On regardait toutes les activités reliées à cette extension des activités. Alors, tout ce qui pouvait toucher à la voie ferrée, tout ce qui pouvait toucher à l'augmentation de la capacité à l'usine, ainsi qu'évidemment le défrichement et le territoire affecté dans le secteur minier. Tous les impacts environnementaux et les impacts sociaux, on a ce qu'on appelle un programme de gestion environnementale et sociale qui reprend l'ensemble des impacts et les mesures d'atténuation associées à ces différents impacts. Au cours d'une présentation, les membres du comité technique d'analyse environnementale, le bureau guinéen d'études environnementales et consultants du cabinet en charge d'études ont expliqué le processus qui a abouti à ces résultats. L'étude a été validée à l'UNESCO et doit faire désormais l'objet d'une attention particulière des techniciens. C'est extrêmement important que l'essentiel n'est pas de réaliser une étude d'impact environnemental et social et de valider ce rapport d'étude d'impact environnemental et social. Le plus important vient après, c'est le suivi de la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale et sociale. Les audiences publiques pour se prononcer sur l'importance d'une telle étude est un passage obligé, car elles permettent à toutes les parties prenantes d'être au même niveau d'information. Métrologie, à ne pas confondre avec la météorologie. La métrologie, c'est la science de la mesure. Et bien demain, c'est la journée mondiale consacrée à ce domaine de connaissance. Une célébration reportée au 27 mai chez nous, mais le ministre de l'Industrie a fait une déclaration commentée par Yaya Silla. Demain, mercredi 20 mai 2015, sera célébrée la 15e journée mondiale de la météorologie. Une journée instituée depuis 2000 par l'Organisation des Nations Unies afin d'instaurer un système de mesure cohérent. Cette journée est organisée et célébrée conjointement par le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de la météorologie légale, avec la participation d'organisations nationales concernées par la météorologie. Dans les prochains jours, le département de l'industrie et ses partenaires mèneront des campagnes de sensibilisation sur les mesures et les normes. L'objectif est de conscientiser la population sur les normes et les mesures cohérentes. De nombreux instruments de mesure font l'objet de lois ou sont soumis à des contrôles réglementaires. C'est le cas par exemple des balances utilisées par les commerçants pour peser les produits, des instruments servant à mesurer la pollution environnementale et des compteurs permettant de facturer la consommation de l'énergie. C'est pourquoi l'Organisation internationale de la météorologie légale formule des recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner
et d'harmoniser des exigences relatives à ce type d'instrument. Je saisis cette opportunité. Très sincèrement, le gouvernement de la Troisième République et singulièrement son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour avoir doté notre pays d'un bâtiment devant abriter le laboratoire de météorologie et d'essai. L'actualité, c'est aussi cette formation à l'intention des secrétaires de Guinée, une initiative du gouvernement guinéen pour renforcer leurs capacités opérationnelles. La session a duré 3 jours. Moussa Komara. Le secrétaire mal formé est un capital qui se gaspille. Ce vieil adage semble être bien compris par la Ligue guinéenne des secrétaires. D'où l'intérêt de cette formation qui a porté sur 5 thématiques, à savoir la communication, les techniques d'archivage, la signification des noms des lieux en Guinée, secrétaires et relations humaines au travail. Nous avons constaté avec regret que la formation basique de certains secrétaires a raté. Alors, je lutte, ça fait 25 ans, pour que tous les secrétaires de Guinée, puisque nous avons hommes et femmes parmi nous, soient au même niveau, au niveau top. Cette rencontre a permis de développer les compétences des participants et d'acquérir de nouvelles connaissances liées aux techniques et à la gestion dans le domaine du secrétariat. Ces dépositaires du secret des bureaux sont résolus à plus d'habileté dans le métier. Les thèmes étaient très intéressants, surtout l'archivage que je ne comprenais pas vraiment certaines parties. Ça m'a beaucoup édifié. Donc, comment l'archivage doit se faire en République de Guinée, là, j'ai été vraiment bien édifié. Je dirais que vraiment, à la sortie de cette formation, nous ne ménagerons aucun effort. Le mieux de nous, afin d'exercer avec professionnalisme notre métier. Créée en 1991, la Ligue guinéenne des secrétaires a fait du chemin. Plus de 5000 professionnels fédèrent aujourd'hui cette structure. J'encourage les secrétaires et je les invite à plus de discrétion, plus de compréhension des patrons parce que c'est pas facile d'être patron et c'est les secrétaires qui en pâtissent les humeurs, les conséquences des humeurs des patrons. Donc quand ils sont pas souples et dociles, souvent l'administration peut ne pas fonctionner. Et je souhaite aussi que ces formations qui ont été réussies leur servent à bon escient et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là. Cette rencontre de 3 jours a aussi permis aux secrétaires de savoir des informations sur le virus Ebola. On parlait tout à l'heure du soutien des partenaires de l'USAID et de l'OIT, un soutien qui s'explique par les efforts de la Troisième République dans la gestion correcte de l'épidémie d'Ebola. Les efforts reconnus à l'interne également. Hier, à Tanene Bouramaya, les populations sont massivement sorties pour dire au Premier ministre tout leur soutien à l'endroit du président Alpha Condé. Une mobilisation à l'appel de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, Lika Mata. Ils sont venus de Bouramaya profond pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, ici à Tanene, dans la préfecture de Dubreka. Mohamed Seydou Fofana, en compagnie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et des députés de la Basse-Guinée, a eu droit à un bain de foule, signe fort de l'attachement indéfectible de cette population de Bouramaya aux idées de paix, de pardon et de progrès du professeur Alpha Condé, sentiment éloquemment exprimé ici par les différents intervenants. À Bouramaya, nous ne sommes pour le professeur Alpha Condé. À ce jour, tous les comités de base sont mis en place pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Venir commémorer cette journée à Dubreka est plein de sens. Mais aussi, comme en 1991, un autre point de départ pour l'ultime combat de notre cher leader charismatique, le professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de la Guinée et auquel nous restons tous attachés et pour lequel nous souhaitons une réélection dès le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015
selon le chronogramme publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Chères militantes et militants, l'heure de la vérité a sonné. Et cette belle vérité, c'est le projet Kaleta. Un investissement record de plus d'1 milliard de dollars avec à la clé une puissance énergétique de 240 mégawatts. Pour les symboles, qui dit mieux? L'acte n'a pas d'égal que lui-même et en lui-même seul. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'artisan du développement accéléré, celui à qui il a été décerné le slogan très émouvant de Akafo Akaker. J'invite encore une fois nos sœurs et frères de l'opposition à mettre par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation et surtout à se débarrasser de l'ethnostratégie qui est antinomique à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour exhorter la population à toujours œuvrer dans le sens de la responsabilité, de la promotion de la citoyenneté et du pardon en vue de construire une nation unie, forte et prospère. Mohamed Seydou Fofana s'est appesanti ensuite sur la lutte contre Ebola dans nos villages. La forte mobilisation des populations de Tanene pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État et prendre l'engagement de le soutenir dans toutes les politiques qu'il initie pour le bien-être des populations guinéennes. A commencé évidemment par Ebola et comme vous le savez, à côté de Tanene, de nouveaux cas ont été signalés dans un village, dans un district de Tanene qui s'appelle Kawuso. Donc l'objet principal de notre visite ici, c'est d'appeler la population à la vigilance, à l'engagement, surtout que avant-hier, quelques réticences avaient été signalées, heureusement qui ont été vaincues grâce à l'implication des autorités et des de ceux. Alors nous avons renforcé cela. Comme vous avez eu, les populations, contrairement à ce qu'on peut croire, nous ont dit qu'ils soutiennent le président de la République. C'est ce qui est important. En retour, on les remercie, demandant de rester mobilisés pour la construction de la nation, se donner la main et travailler à faire la paix, d'œuvrer pour que la Guinée puisse avancer sous le chef de l'État. Dès après ce meeting, le Premier ministre Fofana a procédé à l'inauguration de la mairie de la commune rurale de Tanene. 379 millions de francs guinéens, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure entièrement financée par le BND, Budget national de développement. C'est dire que le gouvernement s'emploie aussi, sans relâche, à promouvoir l'administration déconcentrée et décentralisée du pays. Les citoyens de Fula-Madina dans la commune de Ratoma nous donnent un bel exemple de collaboration entre civils et forces de l'ordre. Ils viennent d'aider des agents de la brigade anticriminalité à dénicher de présumés bandits. C'était hier lundi. Explication, Fatima Diallo, Samara Tonno. Fra serait auteur d'attaques à main armée et de tentatives d'assassinat. Cette vie serait leur cible. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue la collaboration entre la police et la population. Il faut que les populations s'impliquent dans leur propre sécurité en se mettant à disposition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est le noyau dur de la police de proximité. Pendant la nuit qui a précédé l'arrestation de ces présumés bandits, Alpha Ibrahima alias Vipère a reçu une balle. Il serait en possession de cette fausse carte de presse. C'est ce matin, lui n'était pas pris hier nuit. C'est l'autre qui est couché à l'hôpital qui était pris. Mais grâce aux enfants du quartier ce matin, que lui il a été pris, il est parti. Encore, je crois que H a encore revoir si H était là, ou du moins si autre personne était là. Il a même failli donner la mort à ce petit-là, parce qu'avec le tas de lames qu'il avait, les paquets de lames qu'il avait, quand ils l'ont pourchassé, on dit finalement au voleur, il est parti se coincer quelque part avec les lames, pourrait maintenant déchirer la peau du petit en question. Donc franchement, la jeunesse est à remercier. Le cerveau de la bande est en cavale.
Les autres membres sont déférés à la maison centrale en attendant leur jugement. Sport football, l'AS Kaloum prépare le match retour de la Coupe de la CAF. Le club guinéen avait été battu au match aller 2-0 par Orlando Pirates. Match retour qui s'annonce difficile mais pas impossible. L'association sportive de Kaloum a les ressources pour remporter la partie et se qualifier. Mamadou Yaya Diallo. C'est dans un stade presque vide et contre le cours du match que l'association sportive de Kaloum en jaune s'est faite surprendre par Orlando Pirates. Les visiteurs, avec 3 occasions de but, ont réussi à creuser un écart de 2 buts sans perdre de plume. La paire des Kaloumistes prend cette défaite avec philosophie. Sans déception, de toutes les façons, s'ils ont mis 2 buts ici, on peut en mettre 3 là-bas, pourquoi pas, c'est le football. Parce que sur le compte télé du match, je pense qu'avec la place, ils ont un très bon gardien, qu'on est en état de grâce et ça nous coûte cher. Le manque de rigueur défensive et le manque de réalisme de l'ASK sont à l'origine de cette défaite. Le capitaine du club de la presqu'île de Kaloum reconnaît. Une grande déception parce qu'on a joué à domicile et là on prend 2 buts. Je crois qu'on s'est rendu la tâche difficile par rapport à la qualification. Ils sont venus, ils ont marqué 2 buts ici, il va falloir qu'on essaie de retravailler et aussi essayer de les mettre en difficulté en Afrique du Sud. Sur le plan du jeu, on n'a pas démérité. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser les occasions. Le club sud-africain prend ainsi une grosse option qualificative à la phase de la Coupe de la Confédération africaine de football avant le match retour. On garde la confiance parce que venir ici les battre 2-0, c'est pas quelque chose facile. Donc on les attend chez nous, on prépare le match. Comme on dit, les matchs, on ne les gagne pas d'avance. Donc on va se préparer pour les attendre au match retour. Ce manque de réalisme de l'AS Kaloum relance le débat sur l'efficacité des attaquants guinéens. L'ASK devrait mettre son match retour à profit pour se réconcilier avec le public. Ce match retour, prévu le 6 juin prochain au stade de Soweto, s'annonce périlleux. On est prêt pour le 6 juin, on est confiant et on souhaite bonne chance au club de Kaloum. C'est la fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi, bonsoir.